Petit disclaimer, on a eu un tout petit souci de son pour cet épisode avec Sixteen. Vous allez voir, c'est pas bien méchant, mais ça dure jusqu'à la 8-9e minute. Et après, tout est nickel. Encore vraiment désolé pour ça et très bonne écoute. Nouvelle saison, donc nouveau sponsor et je suis hyper content parce que c'est l'un de mes chouchous. Il s'agit de Pipedrive, mon CRM Sales. Car en matière de stratégie commerciale, le Graal repose sur le fait de mener deux batailles en même temps. La bataille de l'inbound et la bataille de l'outbound. Quand j'ai lancé La Chapelle et ses différentes verticales, je n'ai pas vraiment eu besoin de prospecter car tous mes clients venaient d'eux-mêmes grâce à notre création de contenu. C'est ce qu'on appelle une stratégie inbound. Mais progressivement, on a dû recommencer à prospecter nous-mêmes. Et on a donc décidé de s'appuyer sur Pipedrive pour notre CRM et donc pour la gestion des leads, la traçabilité des échanges, les statistiques de tous nos funnels, le plan de relance suggéré par le logiciel. Bref, c'était la plateforme numéro 1 des avis utilisateurs et ils ne nous ont vraiment pas déçus. Et c'est pour ça que j'étais hyper chaud d'avoir Pipedrive en partenaire pour toute notre création de contenu et plus particulièrement pour ce podcast. Je t'ai donc négocié un super deal. En description, tu as un lien qui te fait bénéficier de 30 jours d'essai gratuit et 20% sur ton abonnement annuel. Du coup, c'est vraiment un cadeau. Donc, merci à Pipedrive, merci à vous d'être toujours plus nombreux sur le podcast et bonne écoute. Ok, ça enregistre, en vrai, on va y aller direct. Parce qu'on va le dire, on est du coup chez les poteaux de l'agence Cosmos à Bordeaux. Parce qu'il s'avère que toi, aujourd'hui, tu venais à Bordeaux pour voir mes potos de Toodigo, parce qu'ils sont quoi? Ils ont un séminaire, je dois faire une conférence comme ça. Exactement. Donc, les mecs de Toodigo avec qui je me suis associé pour monter la maison Tiac. Toi, tu travailles pour eux, nous, on travaille pour eux aussi. Enfin, bref. On est un peu dans cet écosystème dans lequel on traîne. Et là, du coup, tu me dis, je viens à Bordeaux ce jour-là. Je fais, bouge pas. On prend le studio et on se fait le podcast qu'on devait de base se faire depuis tellement longtemps, ouais. Donc, enfin, on y arrive. Sixteen, Moulay Berthaud, le crayon. Je vais te laisser te présenter avec tes mots, puis après, on va enchaîner. Alors, pour résumer rapidement, donc, ça fait 4 ans et demi que j'entreprends. J'ai 22 ans aujourd'hui. Donc, j'ai cofondé le Crayon Group, qui est un groupe média de 3,8 millions d'abonnés aujourd'hui. On a 2 médias et 2 agences. Donc, on a le Crayon, qui est aujourd'hui le plus gros média de débat digital. Donc, on fait des gros débats de société. On reçoit à la fois tous les bords politiques, mais aussi par le biais surtout de leaders d'opinion plus que de politique en tant que tel. Les Pépites de France qu'on a racheté en septembre dernier, qui est le plus gros média sur le domaine du tourisme et du patrimoine en France. Et deux agences, donc le Surligneur, qui est notre agence de RP et personal branding pour les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise. Et le Pinceau, qui est notre agence d'influence et d'intelligence économique plutôt pour les grosses boîtes. C'est ça, donc il y a quand même beaucoup de choses. En plus, c'est ce que je te disais. Mais en fait, moi, j'ai besoin de vous voir partout, de voir tout le temps. Je comprends ce que vous faites. Mais c'est vrai que des fois, on sait pas vraiment quelle est votre plus grosse source de revenus ou quoi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ça va être intéressant, on va avoir plein de choses à se dire. Je pense qu'on va revenir un peu au commencement. C'est qu'avant d'avoir toutes ces activités, la base, c'est ton frère et toi et vos potes et le média, le crayon. C'est ça la base de la base. C'est la base de la base. Comment ça se crée ça? C'est quoi? C'est une discussion de soirée qui, au lieu de tourner mal, tourne vraiment à quelque chose? Ou c'est quelque chose qui s'est fait, il y a quelqu'un qui l'a monté, il y a une deuxième personne qui est arrivée, une troisième, une quatrième? Comment ça s'est passé? Alors, à la base, moi, j'étais en fin terminale au lycée français de Lausanne en Suisse. Et je me suis dit, au bout d'un moment, il y a un problème, les jeunes s'intéressent pas du tout à la politique. Moi, je suis une passionnée de politique, c'est vachement de famille, on débat beaucoup. Et je me suis dit, faut absolument lancer un média qui parle aux jeunes, qui reçoit tous les bords politiques. C'est vraiment ça mon idée de base. J'en parle avec Valorant qui est déjà d'entrepreneuriat, et en fait, on s'est dit, faut jumeler 2 idées. Et lui, Valorant voulait faire un média de débat. Donc, en fait, on s'est dit, on va faire un média de débat pour les jeunes qui reçoivent tous les bords politiques. Ok, de base, c'est la politique, c'est vraiment que de la politique à la base. C'était vraiment notre idée fondamentale. On a commencé par lancer une application. On avait eu genre 10 000 téléchargements en 6 mois. À l'époque, nous, ça nous paraissait énorme. Aujourd'hui, ça paraît pas grand-chose. Et on avait des éditorialistes de différents bords politiques qui étaient des étudiants qui écrivaient des articles de manière bénévole sur plein de sujets différents. Il y avait vraiment tous les bords politiques réunis. C'est comme ça qu'on a rencontré Julien Antonin, deux autres associés. Parce qu'à la base, ils avaient commencé à écrire des articles pour le Crayon. Et en fait, ils se sont vachement investis. On a commencé à lancer la chaîne YouTube en janvier 2020. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est lancé. Donc, de base, c'est un média écrit. C'est un média en ligne, en mode blog, quoi. Ouais, c'est ça. Mais sur une application. Et en fait, on n'avait pas compris le concept de, du coup, t'es digital, tu vas pas te mettre à écrire pour faire des vidéos, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'information, elle se consomme sur les plateformes. Alors que ça, si t'es en mode blog, moi, je me rappelle, à l'époque, les minutes buzz, les combini, le démotivateur, qui étaient full site. C'est-à-dire que toute l'information venait sur leur site. Alors, bien sûr, ils la distribuaient aussi sur Facebook à l'époque et après un petit peu sur Instagram. Puis d'un coup, ils ont tous presque fermé leur site.
Et en fait, aujourd'hui, tout le contenu de ces personnes-là, enfin de ces médias-là, se consomme en ligne sur Insta, TikTok, YouTube et consorts, quoi. Les plateformes sont trop fortes, ça sert à rien de lutter, tu vois. Ouais. Donc au bout d'un moment, oui, il fallait qu'on fasse avec. Et puis YouTube, les garçons consomment énormément YouTube, donc ça peut être logique qu'on aille dessus. Et puis après, bah, tous les autres réseaux sociaux, parce que évidemment, tu peux pas y échapper, quoi. Ouais. Du coup, c'est quand même assez particulier parce que ça que tu l'as dit comme ça au calme, comme si c'était normal. Genre, toi, t'étais juste en terminale. Tu Oui. passais le baccalauréat. Oui. Et en ce moment, quand on tourne dans le mois de janvier, je crois que on est en plein bac, là. Il y a la philo qui sortit, un truc comme ça. Bon, bref. Ouais. Du coup, on embrasse tous les jeunes qui nous écoutent. C'est bien. Vous écoutez des podcasts, vous vous intéressez. C'est très cool. Moi, je pense que quand j'avais 18 ans, bah, je pense qu'en fait, il y avait pas de podcast, il y avait pas YouTube, il y avait pas tout ça. Donc, en fait, c'est quand même très cool ce qu'il peut y avoir. Et vous, c'est ce que vous avez voulu apporter. Donc très vite la vidéo rentre dans le game. Ouais. Tu te rappelles du premier débat que vous avez organisé et filmé? Oui, c'était l'un de nos plus gros débats d'ailleurs, ce qui était un débat sur le féminisme, avec My Better Self, qui est une féministe plutôt assez clivante, qui est entrepreneur aussi, qui a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, à l'époque, aujourd'hui, on a toujours beaucoup, mais aujourd'hui, tu connais. Enfin, il y a beaucoup plus de gens qui montent sur les réseaux sociaux. À l'époque, elle faisait partie des peu d'entrepreneurs françaises influenceuse qui avait besoin d'abonnés, et Julien Rochdy qui est un masculiniste plutôt d'extrême droite en termes d'idées politiques. Et c'était un débat, mais en termes de forme, tu peux pas faire pire. C'est-à-dire que moi, tu me voyais d'un côté de la vidéo avec une caméra, tu sais pas trop ce que je shootais, tu voyais des lumières dans le champ, enfin un truc mais dégueulasse. Et le débat a fait je sais plus, genre 6 mois, plus d'1 million de vues, alors qu'on avait même pas 5000 abonnés sur YouTube. Ok. Le débat a explosé. Il était vraiment bien en termes de fond. Les invités étaient hyper clivants, ça avait vachement bien marché. C'est comme ça qu'on a vraiment décollé. Ok, donc ça c'est le genre de banger qui du coup a marqué dans le marbre. Vous vous êtes dit, pardon. Ok, là on tient un truc, ça intéresse les gens, on va aller plus à fond là-dedans. Ouais. Donc là tout de suite, donc ça s'appelle le crayon tout de suite ou pas? Oui, ça s'appelle déjà le crayon. Juste, on va faire une petite base, parenthèse là-dessus. Pourquoi le crayon? Alors en fait c'est marrant, on a chacun une définition hyper différente de pourquoi ce nom-là. Moi, je te dirais que c'est parce que à la base, la presse, ça vient du côté papier, écrit, et que du coup, t'écrivais, donc c'est juste pour se rappeler d'où on vient. T'as un autre de mes associés qui te dirait, parce qu'avec le crayon, tu peux écrire, effacer, recommencer. On a chacun une définition différente. En fait, on ne se rappelle vraiment plus qui a eu l'idée du nom et d'où c'est venu. Vraiment, on en a tous les 4 aucun souvenir de ça. Ouais, et puis comme vous êtes tous des storytellers, vous avez tous raconté votre histoire et puis vous la distribuez comme ça. Aujourd'hui, quand on a un média comme le crayon, est-ce que vous prenez, alors non, je vais pas utiliser cette phrase, mais est-ce que pour vous êtes comme des journalistes ou vous vous considérez pas du tout comme tel? Non, je pense que aussi Antonin se considère un peu journaliste. Lui, il gère principalement le média, donc il est vraiment à fond dedans. En tout cas, Valorant, Jules et moi, c'est sûr qu'on se considère comme des entrepreneurs, ça y a pas de débat. C'est du journalisme ce qu'on fait, c'est du journalisme moderne, mais on est beaucoup plus entrepreneur que journaliste, et on le sera toujours. Ok. Donc ça, là, tu dis la partie vraiment vidéo, débat, j'allais dire télévisé, mais non, du coup, filmé et distribué sur les plateformes. Ça date de quoi? Il y a à peine 2 ans? Non, ça date d'il y a 4 ans. Ah oui, donc ça, c'était il y a 4 ans, pendant Covid. pleine période Covid. Ouais, franchement, ouais, c'est ça. Donc là, vous avez aussi eu un momentum qui était pas idiot, où c'était le moment où tous les gens étaient connectés. Exactement. Et on pensait pas qu'il y aurait le Covid, on pensait pas que le Covid durait autant longtemps et que ça serait autant un bordel. Hein. Donc, parce que c'est là ce qui est fou, on voit à quel point ça va vite. C'est qu'il y a, en fait, il y a 4 ans, s'il y a pas longtemps et s'il y a hyper longtemps à la fois. Ouais. Il y a 4 ans, TikTok, ça s'appelait même pas encore Musical.ly, je crois, non? Ah non, c'était il y a plus longtemps quand même. Non, TikTok, ça s'appelait déjà TikTok, là. Ouais. Mais ça a vraiment éclaté en France pendant le Covid. Ouais. Et ce qu'on appelle vraiment les créateurs de contenu, la créateur économie, elle est née, en fait, à ce moment-là, quoi. Bien sûr. Et ça a généré plein de métiers, en fait, comme le vôtre, comme le nôtre aussi, parce que c'est ça que on va en reparler tard, mais sur plein d'aspects, on peut être confrères, on peut être un peu dans les mêmes sphères. Donc, du coup, vous avez le média. Ouais. Vous lancez une première vidéo, une deuxième, troisième. À quel moment vous devenez une entreprise? C'est-à-dire à quel moment, en fait, vous signez vos premiers clients et comment vous monétisez cette bonne idée, ce produit que vous êtes en train de créer? On a lancé l'entreprise il y a, je crois, bientôt 3 ans. C'était le 12 juillet. En fait, c'est toujours mon anniversaire, donc ça, je me rappelle très bien le jour de la semaine. 12 juillet, ok. Ouais, j'ai mon meilleur pote qui est du 12 juillet aussi. On a été champion du monde le 12 juillet, mais je pense que du coup, tu n'étais pas né. Non. Mais, ok. Et donc, on a lancé l'entreprise et on a commencé après, tout début, à faire des petites activités de production, tu vois, de vidéos pour commencer un peu à gagner notre vie. Mais dessus, on facturait quasiment rien. On avait des résultats pas trop mal à l'époque, un peu de publicité. Et c'est en fait, à chaque fois, de toute façon, tous nos services de boîte aujourd'hui sont venus de
de services qu'on a rendus à des amis ou de prestats qu'on pensait savoir faire et qu'en fait, on se débrouillait vraiment pas si mal pour ça. Ok. Parce que c'est vrai que quand vous lancez le média, de base, vous lancez pas un business. Non. Vous lancez une initiative qui vous a dépassé, vous a dit, bon, bah, on va faire un business maintenant. En fait, on lance un projet où il y a une mission derrière, qui était vraiment de réunir les Français. Là où les extrêmes sont de plus en plus puissants, nous, on trouve que dans une démocratie, la manière la plus saine de réunir les gens, c'est au travers du débat. Et cette mission, on y croit depuis le début, et ça, c'est ça qui a fait qu'on s'est autant acharné et qu'on n'a jamais lâché. Après, il fallait au bout d'un moment qu'il y ait un système économique et qu'il fallait qu'on commence à se rémunérer, mais à la base, on pensait pas du tout que ça prendrait une telle ampleur. Enfin, c'était pas du tout prévu. Bah, c'est vrai que là, du coup, c'est nous quand on tourne, là, on est vers le 20 juin, je crois. Ouais, c'est ça, pile le 20 juin. Donc là, on est en plein débat parce que là, il y a eu la dissolution de l'Assemblée, il va y avoir des élections, la montée des deux extrêmes. C'est un peu le débat qui clive un peu la France en ce moment. Bref, on va peut-être pas rentrer dans le détail de la politique, mais du coup, vous, quel rôle vous pensez jouer dans une telle atmosphère? Et justement, qu'est-ce que tu peux répondre aux gens qui vont dire, ouais, mais du coup, vous donnez la parole justement à ces extrêmes, et du coup, vous êtes, j'allais pas dire témoin ou complice, mais du coup, vous participez en fait à faire, à diffuser ces discours-là. Oui, bien sûr. Mais parce qu'en fait, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, mais les gens qui disent il ne faut pas parler à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, en fait, quand on réalise aujourd'hui, là, le RN qui est arrivé vraiment en tête aux élections européennes, il représente juste plus d'un tiers du pays. Donc en fait, si tu ne parles pas au RN, tu ne parles pas à plus d'un tiers des Français. Donc en fait, il n'y a rien de plus dangereux pour diviser les gens. Parce qu'en plus, avec les réseaux sociaux où l'algorithme te met en avant que ce que tu as l'habitude de consommer, les gens sont complètement enfermés dans des bulles idéologiques où ils ne vont jamais y sortir, où en fait, on ne pourra jamais confronter leurs idées. Il n'y a rien de plus dangereux pour moi que des gens qui ont des idées plus ou moins clivantes, qui restent profondément entre eux et qui ne sont jamais challengés. Ouais. Nous, avec le Crayon, on ne sert la soupe à personne. On invite autant la droite que autant la gauche, que autant le centre et que autant les extrêmes. Et c'est juste pour nous hyper important que les gens puissent se faire challenger leurs idées. Sinon, c'est quelqu'un qui a un jeune, qui regarde, qui aime bien la politique, mais qui s'y connaît pas trop, qui va jamais vraiment lire un programme politique parce que les jeunes ne le font jamais vraiment. S'il peut regarder un média où il y a une émission sur un sujet spécifique, il peut regarder de A à Z, donc une vidéo qui est quand même assez longue, pour comprendre un peu et se faire son propre avis, il n'y a qu'au Crayon que tu vas trouver des gens autant différents qu'à la base tu verrais nulle part ailleurs dans les médias. Et en fait, nous, c'est vraiment hyper important que les jeunes puissent se faire leur propre idée au travers de nos émissions. Et à la base, c'était vraiment ça la thématique. Et aujourd'hui, oui, tu peux pas ne pas parler aux extrêmes. Enfin, la preuve, c'est juste si tu prends le Front Populaire et le RN, c'est les deux partis les plus gros aujourd'hui en France. Et parce que vous, en fait, à chaque fois, c'est toujours sous forme de débat. Ouais. Comme tu dis, vous servez pas la soupe. Vous, par exemple, est-ce que tu pourrais inviter juste Jordan Bardella et juste c'est toi qui l'interviewe, par exemple? Oui, complètement. Ça, tu pourrais le faire aussi. On a déjà fait des interviews. On a reçu vraiment tous les bords politiques, sauf que c'est pas des interviews. On te pose des questions et on te challenge pas. On challenge complètement nos invités. On leur rentre dedans, on leur met en face de leurs contradictions. Donc c'est comme si c'était un débat, sauf que nous on ne donne pas notre avis, mais on les challenge juste. Et ça, c'est clairement la définition du journalisme, en fait, donc, quand vous faites ça. Oui, c'est ça, c'est exactement. Ok. C'est-à-dire que vous, en interne, vous avez dans votre équipe, en CDI ou en pigiste ou autre, des journalistes, justement? Non. Non, on n'a aucun journaliste. On en a déjà eu dans l'équipe, mais là, on n'en a plus du tout. Parce que comme on ne traite pas d'actualité chaude, il n'y a pas besoin d'avoir un journaliste en tant que tel. Nous, c'est des émissions de fond, tu le regardes maintenant ou dans 6 mois, c'est toujours intéressant de les regarder. Donc, comme on ne dépend pas de l'actualité, il n'y a pas besoin d'avoir un journaliste pour faire ce qu'on fait. Et là, par exemple, dans cette... donc, les gens pourront... Parce que l'épisode sortira sûrement pendant l'été. Du coup, les gens pourront aller voir ce que vous faites là, en ce moment, du coup... pré-élection. Là, comment vous participez, on va dire, un peu à ce débat national? C'est quoi les choses que vous sortez, je sais pas, de manière quotidienne ou hebdomadaire? On sort des débats qui sont liés à des thématiques qui sont importantes pendant la législative toutes les semaines. Et là, on a reçu Bruno Le Maire qui, du coup, au moment où l'épisode sortira, sera sorti. Ouais. J'interviewe Sandrine Rousseau demain. Et on est en discussion pour avoir quelqu'un à droite et le but c'est justement d'avoir eu quelqu'un à gauche, quelqu'un à droite, quelqu'un au centre. Et après on est aussi en train d'organiser donc là c'est vraiment pour le côté politique. Après on est en train d'organiser un débat avec des leaders d'opinion qui sont politisés sans faire de la politique. Okay. Avec un à gauche, un à droite, un au centre. Tu as déjà les noms des invités là qui sont calés? On les a, mais comme on n'est pas encore sûr si ça va être un tel ou un tel, pour l'instant on ne dit pas. Donc les gens iront voir. Ça va être sorti d'ici là. Mais Aujourd'hui les gens, où est-ce qu'ils consomment le plus votre contenu? C'est vraiment YouTube? Je pense que c'est YouTube, ouais. Okay. C'est YouTube. Ouais. Ok. Et
toi, en fait, ce qui est aussi assez, j'allais dire remarquable chez vous, donc chez les 4, c'est que vous êtes également, vous jouez aussi le jeu de la création de contenu. Vous avez chacun un petit peu vos spécificités. Ouais. Tu vois, Valorant, au début, on le voyait beaucoup plus sur LinkedIn. Toi, de base, alors même si maintenant sur LinkedIn, c'est insolent à quel point tu es parti vraiment beaucoup trop loin, alors qu'avant, tu regardais... Enfin, c'est vrai que t'as pris combien en un an, là? Je sais pas, en gros, j'ai commencé en novembre d'il y a 1 an et demi, et là, je suis genre à 58 000 abonnés. Donc, C'est lourd. j'ai explosé. Ouais. C'est-à-dire que là, t'en prends combien tous les jours, là? Ça veut dire que t'es quoi, 100, 200 par jour, même plus? Ouais, au moins. Ouais. C'est assez balèze. Parce que toi, de base, tu viens d'Instagram. Ouais. Ou pareil, t'es énormément suivi. Ouais. Combien, là, t'as? Là, j'ai 224, 23, un truc comme ça. 1000. Là, juste pour faire une petite aparté, là, je pense que c'est hyper intéressant ce que je vais demander, mais comment, quand on se lance sur Instagram, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des paliers? Est-ce que genre le palier de 0 à 1000 c'est un palier, le 1000 à 10 000 c'est un palier, Il y a des paliers, 10 000 à 100 000 c'est un palier? Comment on passe sur chacun des paliers, si on peut rester 5 minutes sur ce sujet, parce que du coup comme tu l'as fait, c'est hyper intéressant si comme t'as sujet, le playbook... Bah alors en vrai oui il y a des paliers, après c'est pas les mêmes paliers pour les gens, ça c'est sûr qu'il y a des paliers où en fait tu peux d'un coup tu crois hyper vite et puis tu stagnes pendant hyper longtemps, tu crois pourquoi tu reprends, enfin il y a des paliers, c'est pas les mêmes pour les gens, donc il y a pas de vérité absolue. En revanche ce qui m'a permis d'exploser sur Insta, c'est de poster littéralement tous les jours un réel sur une seule et même thématique, et un réel qui t'apporte de la valeur ajoutée. Ça veut dire que quand tu écoutes la vidéo, tu as appris quelque chose ou ça t'a fait un rappel de quelque chose que tu savais déjà. Et après, plus tu prends une thématique qui est facile, enfin qui parle à un maximum de gens. Moi, à la base, j'avais commencé par la séduction au tout début sur Insta. Oui, donc il parle à tout le monde. Parce que je savais très bien que ça marcherait. Parce que là, si on fait une parenthèse, en fait, donc là, en fait, il y a 3 clés. Donc déjà, en fait, la résilience, c'est-à-dire vraiment poster tous les jours et longtemps. Ouais. Choisir une thématique, bah du coup toi t'as pris une thématique ouais. ultra mainstream, tout le monde a besoin, alors oui et non parce que les gens qui sont en couple ils sont pas forcément besoin, mais il y a énormément de gens qui sont célibataires qui ont besoin d'avoir des conseils. Les gens là-dessus. aiment bien écouter des conseils, même que tu sois en couple ou pas en fait. C'est ça donc du coup une grosse thématique assez mainstream, le fait de poster tous les jours, et après ce serait quoi la troisième? J'en avais dénoté une troisième, j'ai déjà oublié. Apporter de la valeur ajoutée. Et voilà, et que tous les jours, tu te dis, est-ce que j'ai permis aux gens d'apprendre un petit truc avec ma vidéo du jour? Exactement. Ok. Exactement. Et après, une fois que j'ai atteint les 100 000 abonnés, c'est là où je me suis mise à fond sur LinkedIn. J'ai vraiment arrêté Insta pendant 1 an, je publiais quasiment plus. J'ai repris là en octobre dernier, en 3 mois, j'ai repris 100 000 abonnés. J'ai vachement orienté charisme cette fois-ci, parce que je voulais vraiment changer de personal branding. J'avais une trop grosse différence entre la qualité de mon contenu en termes de fond sur LinkedIn et le fait que je parlais de séduction sur Insta. Enfin, tu me connais pas, tu regardais les 2 réseaux sociaux, t'avais l'impression que c'était 2 personnes différentes. Et c'était pas possible. C'est ce que je m'étais dit aussi. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis dit c'est pas possible. Donc j'ai vraiment orienté sur un truc beaucoup plus pro sur Insta. Et ça m'a refait décoller. Et puis là, je me suis remise il y a 2 jours. J'avais arrêté encore là pendant 4 mois. Et là, je me suis enfin remise. Parce que après, là, t'as dit quand je suis arrivé à 100 000, là, t'as dit ça au calme comme si c'était easy. Mais en vrai, on voit, c'est tellement lent et long ça peut être dur, sur Insta. Toi, c'est-à-dire que tout de suite, comme ça a pris, c'est-à-dire que toi, les 100 000, tu les as pris en moins d'1 an, quoi? En 6 mois. En 6 mois. Ouais. Mais par exemple, pendant 6 mois, donc 3 x 6, 18, t'as balancé entre 150 et 200 vidéos, quoi. Ouais. Comme ça, tu te filmes, tu scriptais ou tu le faisais à l'arrache? Je m'enregistrais avec ma voix. C'est-à-dire que je m'enregistrais en mode audio dès que j'avais des idées. Et après, je les réécoutais au moment où je tournais, tu vois. Et ça, en fait, t'as une petite app où tu te fais... J'ai un dictaphone. Juste le dictaphone et tu... comme une petite to-do, comme une petite prise de notes, quoi. Et parfois, avec Valorant, on se fait on fait pas mal de réunions, parfois édito sur le côté. On se boxe mutuellement sur des sujets. Et en fait, ça me donne des idées, lui, ça lui donne des idées. Et en fait, ça m'aide moi aussi beaucoup à trouver des idées de sujets. Ouais. Je me pose rarement toute seule à me dire, tiens, là, j'ai 2 heures devant moi, qu'est-ce que j'ai trouvé comme idée? Pas du tout. Je suis pas très créative. J'ai besoin qu'on me pousse pour que je sois créative. Et ce dit en passant, donc du coup, Valorant, qui est ton frère, que j'ai également reçu dans le podcast, vous pouvez aller voir l'épisode, il était dans la saison 1. D'ailleurs, c'est un épisode que j'avais tourné chez vous. Ouais, c'est possible. Ouais, exactement. Ouais, je me suis dit, quitte à le faire, autant avoir un épisode gratos, hein, tu vois. Parce que ça coûte cher quand même de produire tout ça. Et alors, pareil, ça m'apporte du coup une question. C'est assez particulier comme d'entreprendre entre frères et sœurs. Est-ce que tu peux, je sais pas, comme c'est pas anodin, vous, je sais pas, ça a l'air tellement naturel. Ouais. C'est quoi? C'est quand en fait ton frère c'est ton meilleur pote? C'est comment ça se passe? C'est comme un jumeau. Ouais. C'est comme un jumeau. En fait, on a toujours été très proches. Nous, on est hyper famille. Et c'est vrai qu'en fait, de monter une boîte ensemble, ça nous a vachement rapprochés parce que nous, on a des valeurs familiales de collectif. On est hyper collectif. Grande famille? Non, mais dans le sens, on n'est jamais perso. On est vraiment tout le temps à fonctionner ensemble parce qu'on a vite compris que
quand tu fais des choses ensemble dans un seul et même objectif, ça marche toujours mieux et tu vas toujours beaucoup plus loin. On a été élevés dans une éducation comme ça aussi. Et donc forcément, là, de monter une boîte ensemble, nous, c'était la meilleure décision de notre vie. Enfin, il n'y a pas un jour où on le regrette. Parce que vous venez d'où? C'est quoi, si on fait un petit laïus rapide sur l'enfance de Sixtine Moulet-Berthaud? Tu viens d'où, de quelle ville, de quel milieu? Quel type d'éducation t'as reçu? Quel type d'études du coup t'as fait? Moi, je viens de Paris. J'ai eu la chance de grandir dans un très bon milieu. Je viens d'une famille assez tradie de culture catholique. Et puis non, j'ai eu de la chance d'avoir franchement une excellente éducation. J'aurais pu difficilement avoir mieux. Mais justement, c'est pour ça que j'ai toujours autant voulu me battre. C'est parce que comme j'ai eu la chance de ne pas avoir... quand t'es plus jeune, te poser la question de est-ce que t'as à bouffer le soir dans ton frigo, ça te permet. Moi, j'ai fait partie justement de ces jeunes qui ont voulu se bouger pour vraiment faire un truc dans leur vie. Là où moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont vécu dans les mêmes milieux que moi, qui aujourd'hui ne font rien de leur life. Ouais. Et en fait, je pense qu'ils sont tellement pas heureux. Et pour rien au monde, j'aurais voulu avoir cette vie-là, tu vois. Parce que c'est ça on pourra pas vous l'enlever, ça, moi qui vous connais quand même bien, toi et ton frère maintenant. Vous êtes des taffeurs de ouf. Ouais. Même franchement, des fois, je suis en sueur à vous regarder, quoi. Donc ça, en vrai, on va pas vous l'enlever. Je pense que vous bossez tout le temps. Ouais. Après, on est un peu hyperactif. Je pense que ça aide aussi à pas mal bosser. Alors toi, je sais que tu l'aimes. Alors ton frère, je pense que c'est Valorant, puissance c'est un 1000, level. quoi. Ouais, Valorant, c'est pire. C'est même quand il me parle, je sens qu'il est déjà en train de faire la phrase d'après dans sa tête, Mais quoi. c'est un délire. Val, Ouais. il a une vitesse. Mais moi, même parfois, ça me surprend alors que je le connais par cœur. Ouais. C'est... Donc du coup, vous montez ce média. Le média, il éclate. Bon, vous dites, on va en faire un business. Vous vous associez, vous commencez à développer le média. Comment les autres activités arrivent? Je suppose par hasard, par opportunité. Et parce que voilà, on va rappeler. Donc le crayon, c'est le média. Mais du coup, c'est le nom du groupe aussi. Oui. Voilà. Et après, du coup, vous restez dans le même champ lexical. It's all about branding, you know. Avec le pinceau et le surligneur. Alors, lequel arrive le premier? Comment ça arrive? Le surligneur arrive le premier, à la base par des prestations de relations presse. En gros, je sais pas la team Slick. Tu vois, Antoine Godefroy, Adrien Qui Copain. est également dans le podcast, lui, Que j'adore. saison 2 ou 3. Pareil, vous pouvez aller voir Antoine Godefroy de Slick. Il est vraiment sur la top et j'adore ce mec. Et eux, en fait, on s'est rencontrés très vite au début du crayon. C'est un mec qui mettait le crayon depuis vraiment les débuts du crayon. Donc c'était assez marrant. Et lui, il était en train de développer Slick de son côté. Et à un moment, au début, ils ont fait les soirées, les For You Night. For You Awards, des grosses soirées Slick, TikTok. qui est une agence Qui est une TikTok. agence TikTok, et donc ils faisaient des plus grosses soirées avec tous les TikTokers. Nous, on y allait à chaque fois que les garçons, et il y a une année, on a dû s'occuper de leurs relations presse. On avait littéralement jamais fait de relations presse, mais on avait pas mal de contacts dans les médias. Et en fait, on a littéralement ramené à leurs soirées Combini, M6, TF1, Brut, on était en mode pour, mais quasi 3 fois rien en termes de fric, tu vois. Enfin, on était à peine payés. Et là, on s'est dit, ok, il y a peut-être un scénar à peut-être faire quelque chose. Là. Ouais. Donc les RP commencent à venir comme ça. Et le personal branding, LinkedIn et vidéo, c'est parce qu'en fait, on s'est nous-mêmes lancés sur les réseaux sociaux cette année-là en même temps. On a assez vite explosé, surtout mon associé Jules et moi. 2021, du coup. Là. Ouais. Non, 2022. Ah, donc là, on est en 2020, donc on est quand même sur une période assez récente. 2022, ouais. 2022. Et mon associé Jules et moi, on commence à péter assez vite. On voit bien les opportunités que ça rapporte, à quoi ça sert, comment bien le faire. Donc, on a commencé à développer des services de LinkedIn d'abord dessus, et puis après, les autres réseaux sociaux. Donc là, c'est quoi, là? Tu peux donner quelques use cases que vous opérez? Ouais, comme client. Soit tu donnes les noms de clients, mais surtout en fait ce que vous faites pour eux concrètement. Typiquement, on a comme client quelqu'un de tout le monde, je pense, le connaît, Harold Parizeau du Chinese Business Club. Qu'on embrasse. Qui est également venu dans le podcast. Les gens vont se dire, putain, c'est quoi cet entre-soi là de ce monde-là? C'est petit écosystème. Ouais. Et puis les meilleurs bossent avec les meilleurs. Donc, ouais, exactement. Et Harold, typiquement, ça fait 1 an et demi qu'on l'a en client sur LinkedIn. En fait, nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On te gère la ligne édito, c'est-à-dire on te trouve les idées de sujets par rapport aux objectifs que tu veux avoir et au business que tu as. Parce que le but, c'est quand même de mettre en avant ton business derrière ton propre branding. On se trouve les idées de sujets, on écrit les posts, on t'ajoute à la communauté des surlignés, qui est une communauté qu'on a développée depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, qui crée beaucoup de mise en relation et beaucoup d'opportunités pour nos clients. Et puis voilà, qui du coup a un petit accompagnement LinkedIn bien sympa, qui plaît beaucoup aux dirigeants. Ils ont juste littéralement autre chose à faire que d'écrire leurs posts pour la plupart d'entre eux s'ils aiment pas le faire, ou ils ont pas le temps de le faire. Donc en fait, nous on se le fait pour eux, et en fait le ROI est énorme derrière, donc c'est un cercle vertueux qui marche très bien. Et vous les accompagnez aussi sur la partie vidéo? Oui, c'est un autre service. Ça un dépend. autre service, okay. Il y a des clients qu'on accompagne sur LinkedIn et sur la vidéo, d'autres qu'on accompagne que sur la vidéo. Mais je préfère LinkedIn, en termes de boîte, je veux dire, c'est
plus rentable, plus rapide à faire et moins compliqué. Oui. La vidéo, en fait, les gens sont persuadés que parce qu'ils te payent, du coup, ils vont avoir des millions de vues au bout du premier, au bout de 3 mois. Même moi, qui ai pété extrêmement vite en étant une jeune femme blonde aux yeux clairs sur une thématique vraiment facile, j'ai mis 6 mois. Ouais. Donc en fait, c'est juste que bon, après, donc c'est pour ça que c'est très bien les réseaux sociaux, mais il faut le faire en connaissance de cause, il faut comprendre comment ça marche, il faut avoir un objectif long terme, il faut être patient. Comme le SEO. Comme le SEO, voilà, c'est la même chose. Et donc bon. Donc ok, donc là vous lancez cette activité. On peut parler un peu de chiffres. Aujourd'hui, Ouais. combien de chiffres d'affaires vous allez faire sur le groupe en tout? Sur le groupe, cette année, on va faire 3 millions. Donc un bon x3 par rapport à l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Ouais, quasiment x3, ouais. Franchement, ouais. En tout cas, x2, c'est sûr. On va être entre x2 et x3. Donc, on est très content parce que là, on n'est qu'en deuxième activité d'agence, donc on va pas se plaindre. Et puis, juste, non, là, ce qui est difficile, c'est de tenir une hyper-croissance en structurant ta boîte. Parce que ça, on en parlait tout à l'heure un peu en off avant d'appuyer sur Rec. C'est que moi, ça, du coup, j'ai eu la chance de voir beaucoup de boîtes qu'on a créées ou co-créées monter très vite à 1 million. Après, un peu moins vite, mais ça peut aller aussi vite, d'aller à 2 millions. C'est des tailles qui sont sympas. D'ailleurs, c'est des moments où tu es encore petite équipe, tu peux encore faire beaucoup de choses au doigt mouillé. T'es méga motivé. T'es méga motivé parce que t'es encore un peu dans l'euphorie. T'es pas encore dans le traitement vraiment purement ops que tu peux avoir par contre quand tu arrives aux alentours de 2 millions, 2 millions 5, 3 millions, surtout en modèle agence, où là, c'est moins sympa en fait. Tu vois, je sais que c'est une période qui peut être très difficile à passer parce que en fait, c'est soit tu t'écroules, soit tu stagnes, ou soit du coup tu vas vraiment péter, mais justement pour aller péter, il faut vraiment se structurer de ouf, et je suppose que c'est la période que vous êtes en train de connaître. Ouais. Du coup, tu peux... je sais pas, qu'est-ce que vous faites actuellement pour structurer un peu tous ces business et pour pouvoir en fait vous maintenir à ce palier et pour pouvoir aller chercher plus loin dans les années qui viennent? En fait, on met en place un maximum de process. Déjà, on a recruté un RH qui gère aussi les parties financières et administratives, qui est d'ailleurs le frère d'Antonin, donc qui est le frère de mon associé. Donc nous, on est vraiment en famille, jusqu'au bout. Faut pas vous engueuler, quoi. Non, mais en vrai, pour l'instant, il n'y a pas de risque. Et puis, donc on met des process en place, on écoute vachement les équipes, on fait tout pour qu'ils aient un confort de travail génial, on paye mieux nos équipes que le reste du marché. Et donc ça aussi, c'est un vrai atout. Et surtout, la mission de base les motive plus que tout. Nous, on a des gens qui croient profondément en ce qu'on fait. Même s'ils travaillent sur la partie agence et pas sur la partie média, ça reste en fait la même boîte, ça reste la même ADN, ça reste les mêmes valeurs. Et donc nous, nos employés, ils sont méga excités et méga motivés de bosser dans une boîte comme ça, même s'ils sont pas directement sur le média ou autre. Okay. Et en fait, c'est une vraie culture de boîte. En fait, on essaie d'avoir une culture de boîte géniale, de mettre des process pour que en fait les prochaines recrues, ça se fasse de plus en plus facilement, sans qu'il y ait d'erreurs de recrutement et que l'onboarding se passe le mieux possible. Donc en fait, voilà, c'est juste tout ça. C'est juste que c'est pas hyper compliqué. C'est juste que c'est long à mettre en place. Parfois, il y a des erreurs. Tu apprends toi-même, parce qu'on a nous-mêmes jamais avant vraiment entrepris à ce niveau-là. Donc voilà, tu as plein de trucs, tout en plus en étant une hyper croissance. Donc tu as vachement d'activités business. Donc c'est tout un truc à gérer. Ouais. Donc voilà, après, bientôt, on va devoir changer de logo. Là, on a 2 bureaux à Paris. On va bientôt devoir en prendre un plus gros à la place d'un des deux. Parce que vous êtes combien aujourd'hui? Non, on est 28. Ok, ouais, tu commences à avoir une taille un peu critique. Ouais. Mais alors du coup, ça me permet de rebondir sur une question. T'as commencé à parler de culture. Ouais. Parce que ça, c'est vrai que c'est des trucs qui sont hyper importants. Au début, on n'y réfléchit pas trop, parce qu'au début, le départ de la culture, c'est les fondateurs, puis c'est les premiers salariés. Et c'est vrai que quand on arrive très vite à une taille, même, je pense que vous êtes posé dessus avant, en fait, à un moment donné, c'est très important de se poser et d'écrire sa culture en demandant aux salariés, pour toi, c'est quoi la culture de la boîte? Est-ce que c'est un exercice que vous avez fait ou pas trop encore? Non, on l'a jamais fait, mais ça c'est sûr. Mais en vrai, naturellement, en fait, nous, on a un entretien dans notre processus de recrutement, un entretien qui est basé que sur la culture, que sur le côté s'il y a un fit ou pas. Sur le culture fit, ouais. Que sur le culture fit. Un entretien entier basé sur ça, qui est le dernier step du process. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es capable de la définir, la culture du crayon? Ouais, je suis elle peut se définir très rapidement comme de manière très longue, mais nous, on a cette culture à la fois de réunion et de collectif, de braver, c'est-à-dire constamment réussir à prendre le lead, à mener sur des décisions difficiles, tu vois que ton collègue est en train de galérer, tu vas prendre la responsabilité de gérer à sa place pour l'aider, et ce côté innover, c'est-à-dire constamment
dans l'objectif de notre mission qui est donc toujours avec le crayon qui est à la base de réunir les gens entre eux, mais après avec les pépites de France, tu réunis les Français avec leur territoire. Enfin, tu sais, toujours ce côté réunir à chaque fois dans tout ce qu'on fait. Et le côté, je sais plus, j'ai perdu le fil. Ce côté, enfin bref, j'ai merde. Non, tu étais en train de dire en fait ce côté, tu prends tes responsabilités et tu vas vraiment aider ton poteau qui est à côté. Et le côté innover. Donc voilà, le côté innover qui est constamment, tu proposes ou tu mets en avant de nouvelles innovations, de nouvelles idées pour aller dans le sens de la mission qu'a la boîte. Ouais. Et ça, aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas confronté à une difficulté qu'on rencontre pas mal de boîtes qui ont en fait un peu des boîtes dans les boîtes? Donc en fait, les suites d'outils ou les suites d'agences, parce qu'aujourd'hui, je suppose que vous avez peut-être des équipes qui sont que sur le surligneur, des équipes qui sont que sur le pinceau, des équipes qui sont que sur les pépites de France, des équipes qui sont que sur le média. Ouais, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie culture de boîte ou alors il y a plein de sous-cultures dans la culture? Il y a une vraie culture de boîte. Mais effectivement, les équipes, chaque pôle a ses équipes. Mais il y a une vraie culture de boîte. Parce que on travaille dans les mêmes bureaux. Parfois, il y a des clients qu'on a sur deux pôles, qu'on peut avoir un client en brain sur le crayon, comme on peut l'avoir sur le pinceau en influence. Parce que c'est le but d'avoir de toute façon des suites d'outils ou suites de services, c'est de pouvoir avoir... pouvoir faire de l'acquisition par l'offre 1, l'offre 2 ou l'offre 3. Et une fois que quelqu'un a pris l'offre 2, et du coup, tu vas lui vendre l'offre 3 et l'offre 1. Exactement. Ouais. Et donc, comme on a des clients qui ont parfois on se cross-post entre différentes business units, ça permet que les équipes travaillent entre elles. Donc, on a quand même cette grosse culture de boîte qui est vraiment au sein de toute la boîte. Ok. Moi, il y a un truc que j'ai vu que vous avez lancé il y a pas longtemps et je me suis dit, quand même, on est vraiment connecté avec ces gens-là parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on fait pas les mêmes choses, mais on a un peu les mêmes visions. J'ai vu que vous avez lancé une sorte de club. Oui. Comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle le Cercle des leaders d'opinion, qui est le club du pinceau. Rien que ça. Le cercle des nouveaux leaders d'opinion. Et alors, du coup, vas-y, comment ça se passe? D'où vient l'idée? Comment vous l'avez mis en place? Vous en avez déjà fait 2 ou 3, je crois, là. On en a fait 2 déjà. En fait, nous, on a l'une de nos grosses forces au crayon, c'est notre réseau. On est à la fois hyper connecté avec des politiques, des journalistes, des entrepreneurs et des influenceurs, leaders d'opinion. Appelle-les comme tu veux. Et en fait, on a réalisé que les grosses entreprises ont un énorme besoin de marque employeur et de compréhension de notre écosystème et des médias digitaux, des réseaux sociaux. Mais à chaque fois, ils travaillent avec des agences qui ne comprennent rien à rien. Ouais. Nous, on s'est dit qu'on allait organiser des événements où, du coup, on allait en fait capitaliser sur notre réseau pour faire rencontrer ces grosses entreprises-là qui sont nos clients, tu vois, des BNP, Lazare, SNCF, Engie, etc. Oui, vous avez pris, en fait, c'est quoi? C'est des partenaires, mais en fait, ils sont également présents physiquement lors de ces dîners. Ah, mais ils sont là. En fait, ils payent un membership par an pour avoir accès à ces 6 dîners prestigieux auxquels on les fait rencontrer les plus gros leaders d'opinion sur chaque thématique. Il y a une thématique par dîner. Et on fait venir les plus gros profils à chaque fois sur ces thématiques-là, qu'on les fait se rencontrer. Donc ça crée de l'intelligence économique parce que ça crée soit automatiquement des business, des opportunités entre eux. Et en plus, ces boîtes-là peuvent comprendre comment ça marche. Et en plus, beaucoup de mise en relation parce que du coup, ils sont directement reliés à ces gens-là où à la base, ils ne les auraient jamais rencontrés. Parce que quand ils bossent avec des agences, déjà les agences comprennent rien et bossent pas très bien. Et en plus, ils les mettent jamais en relation avec ces gens-là. Sinon, ça perd leur business économique. Ok, non mais ça pareil. Moi, de toute façon, nous, tu sais, on a monté le Poney Club ici à Bordeaux. Et pareil, donc le réseau, c'est quand même un truc vraiment essentiel. Tu vois, c'est grâce au Poney Club que j'ai rencontré Hugo et Flo qui nous prêtent aujourd'hui ces studios. C'est comme ça que j'ai rencontré Alex de Tudigo avec qui du coup on a fait ce projet immobilier. Bon bref, on va pas se mentir. On parlait tout à l'heure de la création de contenu, du personal branding. C'est un asset de malade qu'il faut avoir. Ouais. Mais pour moi, le deuxième plus gros asset qu'on peut se créer, et encore une fois, c'est des choses qui sont gratuites si on le fait, mais par contre, si on le fait tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans et longtemps, c'est du coup se créer un réseau. Ouais. Et du coup, ça m'amène la bonne transition, parce que je me préparais cette question depuis tout à l'heure, parce qu'on a parlé d'Harold et on a parlé du Chinese Business Club. Moi, du coup, j'en ai fait qu'un pour l'instant. Du coup, on était à la même table. Tu m'as présenté pas mal de tes potes. On s'était bien marré pendant ce dîner. Vous, je crois que vous êtes abonnés à l'année. Ouais. Vous les faites tous. Ça vous apporte quoi en fait de faire tous ces dîners et du coup de faire tout ça en fait? Ça t'apporte beaucoup d'opportunités de business. Moi, j'ai quand même avec le Seigneur ce gros côté B2C quali en termes de clients que je vise pour développer leur branding sur LinkedIn ou les mettre en avant dans les médias. Là-bas, t'as quand même vachement d'entrepreneurs avec qui c'est facile d'échanger. En fait, moi, les événements, c'est marrant, j'y vais jamais dans une optique business de me dire tiens, je vais trouver des clients. En fait, ça m'emmerde, ça me fait chier et j'ai pas... Bon, et j'ai un peu ce luxe de me dire que j'ai pas besoin constamment d'être dans le besoin de trouver des clients immédiatement. Ouais. Donc en fait, j'y vais juste en mode, je vais passer un bon moment, je vais rencontrer des gens, et puis Harold me présente d'autres gens, etc. Et à chaque fois, tu rencontres des gens sympas, des boîtes intéressantes. En fait, ce que j'aime beaucoup avec le Chinese, c'est que c'est un mélange de grosses boîtes, donc c'est très B2B, et un mélange de B2C. T'as le côté entrepreneurial qu'en fait, nous, on a vachement amené avec le crayon au Chinese Club. Le nombre de gens que j'ai ramenés au Chinese,
c'est juste hallucinant. Ouais. Le fait, Carole, on ait développé son LinkedIn, et on l'a mélangé à notre écosystème du groupe Les Surlignés, ça a ouvert en fait son champ Et d'horizon. puis, il commence à faire plein de podcasts et tout. Exactement. Donc, en fait, ça lui a ramené vachement d'entrepreneurs. Et en même temps, tu as aussi ce côté, tu as énormément de grosses boîtes, tous secteurs confondus. Et donc, ce mélange, moi, d'univers, je trouve ça hyper intéressant. Et donc, ça permet, c'est des opportunités de réseau et de business. En fait, ça te ramène des clients de manière directe ou indirecte. Non, mais ça, on est d'accord. En fait, de toute façon, quand on fait du réseau, il faut jamais le faire dans une optique business. En fait, il faut se dire que peut-être dans 90% des cas, et c'est pas grave, hein, heureusement qu'on rencontre pas des gens et qu'on noue pas des relations juste pour vendre sa cam. Mais par contre, si dans 10% des cas, ça t'apporte quelque chose dans le business, bon, bah, du coup, en fait, c'est juste des mathématiques. Il vaut mieux que tu rencontres 300 personnes par an plutôt que d'en rencontrer 4. Ouais, quoi, tu vois. Donc, complètement. ouais. Mais complètement. Et puis, de toute façon, le réseau, c'est, encore une fois, c'est le côté collectif. Moi, je crois tellement à cette thèse que le j'adore. collectif est tellement meilleur que tout. Et à chaque fois, je connais pas une personne qui a développé son réseau qui a dit que c'était débile de l'avoir fait, tu vois. Non, clairement. Ça apporte tellement de trucs, c'est... Et puis les amitiés aussi. Même parfois des rencontres amoureuses. Je rigole. Ok, ça, on n'en saura pas plus. Et Je vais faire une petite blague. vous avez levé des fonds l'année dernière. Du coup, pourquoi avoir levé des fonds dans un modèle agence média ? Vous étiez à quelle période de votre croissance à ce moment-là ? Et à quoi étaient destinés ces fonds ? Je crois que vous avez levé un peu plus d'1 million d'euros ou On a levé 1 million. Ouais, 1 million, ouais. Ok. Juste en equity ou c'est non dilutif compris ? Juste en equity. Juste en equity, ok. Vous n'avez pas fait de levier bancaire, BPI derrière ? Non, pas cette fois-ci. Parce qu'en fait, on avait cette urgence de devoir lever extrêmement vite parce qu'on a voulu lever pour faire de la croissance externe, c'est-à-dire racheter les pépites de France. Ok. En gros, nous, on a vite compris qu'on voulait devenir un groupe média parce qu'on voit bien que l'écosystème des médias et des groupes médias sont en train d'exploser à la fois en termes de valeur dans la société et de business model derrière avec tous les médias digitaux. On l'a bien vu avec le Crayon et on l'a bien vu avec des amis autour qui développaient des médias. Ouais. Donc on s'est dit, ok, au bout d'un moment, il va falloir qu'on rachète des médias dans des thématiques qui sont sous-exploitées alors que ces médias-là ont des potentiels de business model et d'image de marque qui sont lunaires. Donc on s'est dit, ok, on connaissait un des 2 fondateurs des Pépites de France qui voulait revendre parce que le projet était devenu beaucoup trop gros et lui, il voulait pas du tout faire ça à la base. Et donc, on a un prix vraiment cassé. Donc, on s'est dit, OK, let's go, on veut vraiment le racheter. Et sauf que il fallait qu'on lève des fonds parce qu'on n'avait pas la trésorerie, vu que on était en première année d'agence, on n'avait pas la trésorerie d'acheter. Ouais. Et on s'est dit, OK, levons, faisons de la croissance externe. Et du coup, moi, je me suis retrouvée à écrire un email à Xavier Niel qui m'a répondu en me disant qu'il voulait investir. Du coup, on a également Pierre-Édouard Sterrin, le fondateur de Smartbox et de Otium Capital, qui est un fonds qui nous a rejoint aussi. On a David Layani, puis on a Alex Tudigo, enfin, on a plein d'entrepreneurs après. Ouais. On a un mélange de potes, de proches et de gros entrepreneurs milliardaires. C'est exactement ce qu'on voulait. Mais tu sais que c'est à ce moment-là, encore une fois, on parlait du réseau, c'est que moi, c'est Valran qui m'a envoyé le deck. Et c'est moi qui l'ai envoyé du coup sur le Poney Club où il y avait du coup Alex. On avait fait du coup toute une visio avec plein de membres du Poney Club avec Valorant. Et c'est là que Alex du coup vous a rencontré. Ouais. Et tu vois, du coup, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui à Bordeaux. Et comme quoi les gens, en fait, faites du réseau, entretenez-le, rendez-vous des services, partagez l'information. Et en fait, à un moment donné, forcément, il va vous arriver des trucs cool à la fin. En fait, c'est ça. En fait, à un moment donné, il faut juste laisser le karma faire, quoi. Oui, ça de ouf. Donc vous levez des fonds, vous avec des jolis noms, c'est quand même cool en plus. Vous rachetez les pépites de France et du coup c'est quoi la suite maintenant ? Parce que ça que tu parlais de groupe média, c'est qu'aujourd'hui on voit que les gens, alors comment on appelle ça ? Les gens en fait se regroupent là, comme j'ai oublié son nom là, en plus il va venir dans le podcast dans longtemps, dans 6 mois, mais comment il s'appelle ? C'est Roca qui a... Geoffrey Larocca ? Ouais voilà c'est ça. Mais qui a racheté Combini ? Qui a racheté Combini, mais qui a aussi donc le Gorafi. Et les éclaireuses. Et les éclaireuses, voilà. Donc en fait, vous, c'est un peu un modèle que vous voulez suivre, ça. Exactement. En fait, avec Geoffrey, on a eu cette thèse à peu près en même temps, ça fait longtemps qu'on le connaît maintenant, très cool. Ouais. De développer un groupe média, on l'a bien. Nous, notre modèle à la base, c'est pas du tout Geoffrey Larocca, c'est Reworld Media de Pascal Chevalier. Okay. C'est plutôt un groupe média avec pas mal quasiment que des médias traditionnels. Il a quoi lui comme marque, comme franchise ? Quasiment que des gros médias. J'ai pas envie de dire de nom pour pas me gourer, mais des médias du style. Tu couperas parce que je sais plus. Tu sais que je vais pas couper. Ok, tu coupes pas. Que des gros médias, je sais plus. Mais que des gros médias. On a regardé sur Google. Ouais, franchement, tu tapes Reworld Media. En fait, ils sont pas 100% propriétaires de médias spécifiques, c'est pour ça que j'ai pas le nom, mais ils ont des parts énormément de gros médias aujourd'hui.
Et ça cartonne, ça a une grosse valo, c'est valo, je sais pas, 150M, 200M, je crois. Comme l'avait fait Webedia de base, Ouais, c'était un peu des exactement. précurseurs là-dessus. Hein, quand ils ont racheté tout le monde, ils ont racheté Allociné, jeuxvideo.com, ils ont commencé à racheter les régies des youtubeurs. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc vous, c'est un peu votre modèle à suivre. Ouais, exactement. Le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même un monde de gros sous, du coup, un monde de M&A. Du coup, comment on fait ça sans devoir lever de l'argent tous les 2 ans, quoi? Faut que tu sois méga rentable. Ouais. Être méga rentable. Vous l'êtes aujourd'hui? On est rentable depuis le jour 1. Et du coup, c'est pour ça que les modèles aussi, les agences doivent bien vous aider là-dessus. Ah bah ça nous aide complètement. Ouais. Nos agences, c'est 80% de notre chiffre d'affaires. Donc Ouais. oui, complètement. Mais parce que si on ne veut pas abîmer notre ligne édito avec le média, parce qu'on n'a pas besoin du média pour être rentable. Donc c'était une vraie stratégie vraiment de base. Parce que ça, ma question, c'est est-ce que c'est possible d'être rentable aujourd'hui avec un média? J'ai l'impression que c'est très très dur. Les médias digitaux, tu peux de plus en plus. Combini vient de devenir rentable. Brut, ça dépend des périodes. Mais je connais plein de médias qui sont rentables. Hein. Le Média Positif, Néo, ils sont pas rentables. Bon, il y en a certains. Après, ça dépend en fait dans quelle thématique t'es. Et ils ont d'autres trucs. Par exemple, je sais que Brut, ils font de la prod audiovisuelle en marque blanche pour rajouter des lignes à leur revenu. Ouais, parce qu'ils ont tellement de coûts que t'as pas le choix. En fait, quand t'as un média, t'as énormément de coûts, donc faut vite avoir des moyens de revenus, sinon tu t'écroules en fait. Ouais, ok, je comprends. C'est très difficile. Ouais. Donc là, en fait, c'est quoi, vous, les grands chantiers de cette année? On l'a dit, il y a un petit peu la restructuration, mais si on parle d'un point de vue vraiment beaucoup plus business, et par rapport, on va rester comme sur le média, avant de revenir un peu aux agences, comment aujourd'hui on continue de faire développer un média? Parce qu'à un moment donné, vous pouvez pas... il faudrait produire encore plus de contenu, trouver beaucoup plus de nouveaux concepts originaux. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi un peu le playbook que vous êtes en train d'essayer de suivre là? Pour développer un nouveau média? Pour développer la partie média du Crayon. Ouais, c'est vraiment d'innover dans les formats et les vidéos qu'on propose. Là, on s'est vachement recentré sur le débat. À un moment, on faisait pas mal d'interviews aussi, en plus des débats. Là, après les législatives, on va bombarder en mettant que des débats. Franchement, on va bombarder, sauf exception de très gros invités où ça peut être méga intéressant de les avoir en interview pour les confronter nous-mêmes et les mettre en face de leurs contradictions. On va faire que des débats et sur des sujets de société. On va s'éloigner énormément de la politique. On veut vraiment traiter des sujets où en fait n'importe quel Français peut se poser la question, n'importe quel Français peut être concerné par ça et s'éloigner de la politique au sens littéral du terme. Et chaque fois, nos plus grosses émissions, c'était celles qui n'étaient pas directement liées à de la politique. Que ce soit, tu mélanges un prêtre et une actrice porno, tu fais un débat... Émilie Delaunay, qu'on embrasse. Exactement. Qui doit venir aussi dans le podcast. À chaque fois, tu me cites tous les gens qui doivent venir. Quoi. Parce qu'elle est bordelaise. Ah oui, c'est vrai. Putain, j'avais zappé. Bah voilà. Et donc, c'est vraiment de faire que des débats comme ça qui plaisent énormément. Tout le monde peut se retrouver dedans et ça cartonne. Et ça, par exemple, pourquoi vous en faites pas plus, justement, des débats comme ça, où vous savez que ça va être banger Est-ce que c'est dur, justement, de produire un format comme ça, où tu fais venir une actrice porno et un prêtre, et du coup, tu les fais tourner, tu distribues le contenu? C'est dur de trouver la bonne idée et les bonnes personnes qui vont bien ensemble. Ouais. Parce que là, face à Émilie, t'aurais mis quelqu'un d'autre que Frère Paul Adrien, peut-être que ça aurait été pas du tout la même chose. Parce qu'il était super. Hein. Ouais, il était vraiment bien, parce qu'il était en fait très ouvert d'esprit. Ouais. Tu mets un autre prêtre ou quelqu'un d'une autre religion qui est vraiment hyper tradi sur les valeurs, t'as quand même une ancienne actrice porno en face de toi, t'as du mal. Ouais, je pense que le mec, il aurait bégayé. T'as du mal. Ouais. En fait, et du coup, ça peut casser toute la dynamique du débat. En fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense d'organiser des débats. Ouais. Les gens se rendent pas compte de la complexité de, à la fois, trouver la bonne idée de sujet et les bons invités. Et après, quand tu trouves les invités, il faut que les invités acceptent de débattre. Beaucoup de gens ont peur ou n'aiment pas débattre. C'est comme prendre deux aliments et les faire aller bien ensemble, en fait. Ouais. Quoi. Et après, nous, il y a beaucoup de gens qui nous disent trop bien, mais je veux pas débattre, j'aime pas ça. En fait, beaucoup de gens surtout ont peur de débattre. Ouais, ok. Les gens, c'est facile pour eux de critiquer tout ce qui se passe ou de donner leurs avis sur les réseaux sociaux quand il y a personne en face d'eux. Quand tu leur proposes de venir mettre leurs contradictions en face de quelqu'un, ils veulent pas. Les gens ont trop peur. Yes. J'ai vu là récemment que vous avez reçu Emmanuel Macron. Ouais. Est-ce que tu peux... Alors, c'est quand même... ça doit être quelque chose, il doit y avoir une excitation suprême en interne. Est-ce que tu peux raconter comment on organise ça? Est-ce que c'est un long cycle de vente? On va peut-être pas appeler ça comme ça pour ça, mais est-ce que c'est long à organiser? Est-ce que... comment on organise ça? Est-ce que c'est pas anodin quand même? En fait, c'était long, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, nous, l'Élysée nous avait contactés pour qu'on accompagne Macron sur sa visite en Allemagne. Sa visite d'été en Allemagne, et nous, on leur a dit, écoutez, si on vient, on veut avoir au moins 5-10 minutes avec le président, sinon on ne vient pas. Enfin, on n'est pas un média d'actu, on ne va pas aller suivre le président en Allemagne. Enfin, à la base, nous, on est un média de fond, on s'en fout.
On y va. Finalement, de peu, Antonin, donc qui gère le média, rate de peu l'interview parce que finalement, ça peut pas se faire. Et en fait, l'équipe de Macron nous dit, OK, ça peut peut-être se faire en fin de semaine à l'Élysée, on vous tient au courant, mais c'est pas encore sûr. Et jeudi, le soir, d'il y a 2-3 semaines, ils nous disent, OK, c'est bon, demain, telle heure à l'Élysée. Et là, on est en mode what the fuck. Et donc, en fait, c'était pas long parce qu'en tant que tel, il y avait bien sûr la préparation, mais tu vas, tu tournes, tu te casses, enfin voilà. Mais ce qui était long, c'est que tu as quand même Antonin qui allait en Allemagne pour ça. Mais après, ça nous a fait du coup des images pour la vidéo, donc c'est très bien. Mais c'était. Nous, on a toujours voulu recevoir le président de la République, hein, on va pas s'en cacher. C'est quand même un stamp pas idiot. C'est un gros step. Non, c'est sûr. Après, on n'a jamais plus qu'essayé que ça parce que nous, ça nous paraissait tellement. Difficile à l'avoir dans le sens où déjà le président donne très peu d'interviews dans les médias traditionnels comme TF1 ou France 2, à part quand il y a vraiment une élection ou un gros truc à annoncer, une guerre ou autre, mais il ne parle quasiment jamais, il fait très peu d'interviews. Ouais. Donc on s'était dit, il n'y a aucun scénar où un média digital va pouvoir le recevoir aussi longtemps. Pour tu crois pourquoi il a voulu faire ça? Parce qu'on est aujourd'hui l'un des seuls médias qui parle profondément aux jeunes sur du contenu long, où les gens peuvent s'exprimer. Et du coup, c'était en fait la suite logique, quoi. Il y a vous et puis il y a Hugo Travers aussi. Oui, mais comment Hugo vous Travers, vous positionnez vis-à-vis de lui? Mais on n'a pas du tout la même ligne d'édito. Lui, c'est très contenu court, actu. Nous, c'est... Lui, il veut informer. Ouais, lui, il veut informer. Nous, on veut débattre sur des sujets de fond. Ouais, c'est beaucoup plus intellectuellement poussé. C'est très vous différent. Connaissez, vous côtoyez ou pas? On se côtoie, bien sûr. Ouais. Ok. Hugo sort pas beaucoup. C'est un mec qui travaille beaucoup, qui est pas du tout mondain. Ouais. Qui fait très peu d'événements. On l'a déjà croisé plusieurs fois. On croise surtout beaucoup son bras droit qui s'appelle Julien. Okay. Mais comme avec Gaspard G, qui est aussi un de nos très bons potes, c'est un peu le même écosystème là-dessus. Ouais. Ok. Et c'est quoi les répercussions pour vous de sortir une telle vidéo? On l'a surtout fait pour un aspect... alors, il y a deux aspects. Tu as l'aspect média et tu as l'aspect business. L'aspect business, je te dirais que c'était vraiment génial de le recevoir parce que ça a littéralement scotché tout le monde. Tout le monde nous en a parlé. Pendant 48 heures, tous les médias en parlaient, que Macron venait chez nous le mardi, à telle heure, la vidéo sortait. Donc, en fait, en termes de crédibilité et de statut, ça nous a été hyper utile pour le business. Tu m'étonnes. On cherchait pas à faire des vues avec la vidéo. La vidéo fait des vues correctes, mais on savait que ce serait pas des vues de dingue parce qu'en fait, c'était une interview qui, à la base, on fait moins d'interviews comme ça. Aujourd'hui, on a des formats hyper différents. Mais en même temps, tu reçois le président, voilà. Mais c'était donc, et notre communauté, des gens, nous, on a vachement des gens qui sont très clivants, de tous bords politiques. Aujourd'hui, le président n'est pas adoré actuellement en France. Là, c'est pas la cote de popularité du siècle, quoi. Voilà. J'allais te dire comment elle a été accueillie, cette vidéo, parce que bon, moi, je t'avoue que j'ai quand même lu un peu j'ai lu les commentaires, voilà, c'était... Ouais, mais alors, de toute façon, les commentaires, faut jamais se fier aux commentaires. Non, mais non, les commentaires, en tous les cas, c'est toujours... De base, c'est toujours 1% des gens qui regardent la vidéo qui commentent, et c'est toujours les gens les plus rageux qui commentent d'un bord comme d'un autre. Donc, ça revient à ça, les commentaires, faut jamais se fier à ça. Mais c'est pour ça, le côté, la sphère entrepreneuriale, business, les gens étaient scotchés. La sphère purement média, au sens, les gens qui nous écoutent avec le crayon, t'en as qui étaient en mode bravo, rien à dire, même si j'aime pas Macron, bravo. T'en as qui étaient en mode comment on sait plus recevoir un mec pareil. T'en as qui étaient en mode franchement, déçu. Ouais, vous avez servi la soupe. Tu vois, c'est ça, s'en fout. Tu vois, genre, la classique, quoi. Quand tu lances un média comme ça, c'est normal que les gens s'excitent. Hein. Et là, alors peut-être des choses qui sont dans le pipe, ou alors que vous rêveriez, de recevoir. Ce serait quoi? Alors là, je vais demander à toi, Sixtine, plutôt qu'à le crayon en règle générale. C'est qui que t'aimerais vraiment recevoir dans le média? Moi, à titre perso? Ouais. Nicolas Sarkozy. Ok. Qui d'autre? Attends, d'abord, pourquoi Nicolas Sarkozy? Parce que ça a été il a été président de la République et c'est le président de la République du 21e siècle, je trouve, qui avait le plus de prestance en termes de leadership. J'étais extrêmement admirative, qu'on soit d'accord ou non avec ses idées et qu'on aime ou pas le personnage, malgré même ses histoires clivantes juridiques en ce moment. C'est quelqu'un qui avait une vraie posture de chef d'État. Et moi, je me rappelle, c'est lui qui m'a fait autant aimer la politique. Je me rappelle, j'avais regardé son élection, j'avais 7 ans, avec Ségolène Royal devant la télé, je comprenais rien. Ah, putain. Moi, j'étais en prépa. Tu me fous un coup. Ah, voilà, désolée. Et donc, en fait, c'est depuis l'élection de Sarkozy que j'ai autant aimé la politique. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi. À l'époque, je comprenais rien, donc c'était pas forcément le personnage. Mais je sais pas, ça m'a lancé dedans. C'est un personnage de roman, quoi. Ouais. Tu vois, c'est un personnage de film. Ouais. Ça m'a lancé dedans et donc moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Oui, en termes d'idées, il y a plein de choses avec lesquelles je suis d'accord avec lui, plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord avec lui. Enfin, comme chacun voit ses trucs, mais voilà, c'est quelqu'un, je trouve, qui
qui serait vraiment intéressant à écouter et à recevoir. Si tu me dis ça, c'est là que vous avez déjà essayé, c'est en cours ou enfin, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous rapprocher de leurs équipes? C'est en cours. En vrai, Mais on c'est essaie pas difficile plus de que recevoir ça. des mecs comme ça. Tu vois, je me demandais, est-ce que c'est difficile de recevoir par exemple un Sarko ou un Hollande qui sont des anciens présidents qui en fait aujourd'hui en soi ils font plein de trucs, mais en fait on sait pas c'est quoi leur métier en fait. Bah, Leur métier c'est ancien président. Hollande, on quoi. l'a déjà reçu. Il y a longtemps maintenant. C'était pas du tout difficile. En fait, on essaye pas plus que ça de les recevoir parce que c'est pas parce que c'est des anciens chefs d'État que forcément ça fait beaucoup de vues. Et ça, Oui, mais c'est un après, truc, c'est un on fait paradoxe pas que les forcément ça gens. pour les vues, c'est parce que ça peut Non. être hyper intéressant Non, mais il faut que intellectuellement ça parlant soit, déjà. voilà, mais il faut que ça soit exactement. Donc, il faut que ça soit quand même logique avec ce qu'on fait. On n'a pas essayé plus que ça, que ce soit pour Sarkozy, qu'on n'a pas encore reçu. On a dû essayer genre 2 fois avec un petit message. Tu vois, on n'a jamais forcé plus que ça. Là, on va pas tarder à relancer parce que moi, j'ai assez envie de le recevoir. Ouais. Je trouve que la période est hyper intéressante et d'avoir son point de Ah vue, bah. ce serait vraiment passionnant. Je crois qu'il a fait une sortie bah, du coup, qui était pas mal. Du coup, il s'était mis un peu. Alors, je crois, hein, où du coup, il cautionnait pas du tout ce qu'avait dit et fait Ciotti ou quoi. Donc, c'était pas mal sa dernière sortie là. Ouais, il avait écrit un énorme article, non, c'est ça, un truc Il me comme ça. semble hein, qu'il a fait lui une passait tribune un et truc tout. aussi. Ouais. Bah, de toute façon, il est dans une famille politique qui est un peu malade et c'est quand même un peu dommage que c'était quand même un peu. Moi, alors toi. Ton enfance, c'est Sarkozy, moi, mon enfance, c'est Chirac. Et donc, du coup, pour moi, c'était le premier parti de France, quoi. Donc, c'est bizarre maintenant de les voir faire. Je sais pas combien elle a fait à la dernière présidentielle, tu dois mieux savoir que moi, mais elle a fait en dessous 5%, je crois. Qui ça, les Républicains Les Républicains, ouais. Bah, la Pécresse Ouais. Non, elle a fait plus de 5. Bah elle a non. fait moins de 5. Elle a fait 4, quelque chose, je me rappelle. Oui, parce que du coup, elle il pouvait devait pas se faire rembourser rembourser. sa campagne. Oh, c'est vrai, c'est dingue. Putain, je me rappelle. Oui, je me rappelle. C'était what the fuck. Mais parce qu'il y avait aussi Eric Zemmour qui s'était lancé, qui avait dû bouffer pas mal de voix aux Républicains, et pareil le RN. Et puis, bah, pareil, le RN, Et Macron, d'année pareil en aussi, année. en fait. Puis, et forcément, il y a des anciens UMP, RPR, LR qui aujourd'hui votent Macron. Bref. Ah, plein. Ouais. Plein. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais du coup, donc, Sarko, qui d'autre? Qu'on n'aurait pas. Parce qu'après, on a déjà reçu. Ah, j'aimerais beaucoup recevoir un Christian Clavier ou un Jean Dujardin. On a Ok. déjà reçu Jean Dujardin avec les Pépites de France. On l'a jamais reçu avec le Stylé. Clou. Et après, donc, ce serait plus dans d'autres voies de secteur, plutôt acteurs. Politique, il n'y a vraiment que Nicolas Sarkozy que j'ai vraiment très envie d'avoir. Tous les autres grands personnages sont soit décédés, soit peut-être trop âgés de ceux qui auraient. Tu veux pas vraiment... recevoir Strauss-Kahn? Non, vraiment pas plus que ça. Je m'en Ouais. fous. Je sais même pas ce qu'il fait encore. Bon, bref. Ouais, c'est pareil. J'allais dire qu'on l'embrasse, mais non, on ne l'embrasse pas. Est-ce que, donc, aujourd'hui, de base, le média, c'est un média quand même qui est très politique. Tu me disais tout à l'heure, t'aimerais quand même de plus en plus aller aussi vers un peu d'autres cieux. Et là, tu vois, tu parlais de Christian Clavier, Jean Dujardin. C'est-à-dire que demain, devenir un média pas plus traditionnel, mais un peu plus générique, c'est un but où quand même vous garderez toujours comme cet ADN très politique débat. On sera toujours à cet débat. Ou sujet de Politique, société, pas on va forcément, on va dire société. Ouais. Mais nous, justement, ce qu'on aime, c'est qu'on reçoit des gens qui, à la base, ne sont pas des politiciens pour parler de ces sociétés. Quand on avait reçu Gad Elmaleh, on lui a pas parlé de ses films, on a parlé de religion. Oui, ok. Donc, en fait, tu vois, tu peux recevoir n'importe quel leader d'opinion sur n'importe quelle thématique, qu'il soit acteur, chanteur, artiste, qu'importe, tant que tu arrives à le faire parler ou débattre sur un sujet Ouais. de société. Et là, c'est intéressant, justement. On est d'accord. Je suis en train de réfléchir en fait à les sujets qu'on n'aurait pas abordés. On a peut-être pas beaucoup parlé. Alors, tu vois, du coup, je les confonds. Tu vas devoir me le redire. Déjà, la différence entre le surligneur et le pinceau, qui sont du coup vos deux agences, c'est laquelle là, celle dont tu parlais tout à l'heure, qui gère plutôt les PR, donc les RPR. C'est le surligneur. Ça, c'est le En surligneur. gros, surligneur, c'est B2C et personal branding, que ce soit dans la presse ou sur les réseaux sociaux des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Ouais. Très facile à retenir. Ok. L'autre, c'est B2B et c'est vachement d'influence ou d'intelligence économique ou de prestations sur mesure de com digital pour les grosses boîtes. Donc, c'est très B2B. Donc là, plus influence, quoi. Plus d'influence. Ouais. Ok. Alright. Et ça, du coup, ça c'était la dernière que vous avez mis en place. Ça même pas un an, ça, non? Ça, non. Un an, ouais. Et là, du coup, c'est quoi les bails? C'est quelque chose qui marche bien chez vous? Qu'est-ce que vous faites? Enfin, avec cette agence-là, tu veux dire? Ouais, Qu'est-ce qu'on fait? ouais. Bah, ça dépend complètement. En fait, c'est la différence avec le surligneur. Le surligneur, c'est que du recurring. C'est-à-dire que tous les mois, c'est pas le client reste un mois et après il se casse. C'est des clients sur 6 mois, 1 an. Enfin, c'est très long. Donc Ouais. là, tu as tous les mois la même chose que tu fais. Là où le pinceau, donc l'agence que gère mon associé Jules, c'est des grosses missions qui peuvent durer sur plusieurs mois, mais c'est pas du recurring. C'est-à-dire que c'est des grosses missions avec des beaucoup plus gros budgets pour une beaucoup plus grosse opération, mais c'est des Ouais. trucs souvent plus one shot. Après, on retravaille plein de fois avec les clients. On a déjà travaillé, mais sur d'autres trucs, mais c'est pas des secteurs qui se reproduisent comme du LinkedIn ou c'est tout le temps la même chose, par exemple. Alright. Et c'est très, organisation d'événements, table ronde, c'est très, très sur mesure sur le côté, comme digital et influence.
Ok, eh ben écoute, je pense qu'on a quand même fait un bon tour. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour la rentrée? C'est quoi est-ce que, je sais pas, sans dire que c'est une exclue ou quoi, mais est-ce qu'il y a quoi qui va sortir là, du coup, à la rentrée et sur lesquels vous êtes en train de travailler sûrement en ce moment? Je sais pas, peut-être des nouveaux formats ou autres. Qu'est-ce que tu peux teaser un petit peu là? Bah, il y a l'appli des Pépites de France. Avec les Pépites de France, il y a une appli où on a genre 450 000 téléchargements. C'est ça qu'on a pas trop parlé, mais ouais. Vous avez racheté les Pépites de France, qui de base fait quoi déjà? Qui est le plus gros média sur le domaine du tourisme et du patrimoine en France, qui a 1,6 million d'abonnés sur Insta, et une appli avec 450 000 téléchargements. Ouais, c'est lourd. Et des livres qui sont à chaque fois top 3 des livres les plus vendus chaque année sur le tourisme, après le guide Michelin. Là, les livres sont quand même hyper stylés. Donc vous continuez cette activité? Ouais, on continue. Les livres, on gère pas du tout. C'est une maison d'édition qui gère pour nous, c'est génial, donc c'est très pratique. L'appli, on a quelqu'un en interne, un dev qui gère tout ça. Donc ouais, ça va être pas mal de mises à jour sur l'application des Pépites de France. On a pas mal développé encore plus les Pépites de France. Ça va être principalement ça, parce qu'en vrai, les agences, à part les structurer et les faire croître, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Et ça va être vraiment je pense que ça va être une fin d'année et un début d'année prochaine très tourné sur les médias, je pense, pour vraiment faire scaler à fond les médias là en 2025. Et ça va être ma dernière question. Est-ce que là, tu me parlais de M&A tout à l'heure, vous avez levé des fonds pour acheter les Pépites de France. Alors, je suppose que vous n'avez pas cramé tout ce que vous avez levé, loin de là. Du coup, est-ce que vous regardez d'autres dossiers en ce moment-là? Non, pas en ce moment. Et on ne cherche pas pour l'instant à regarder, là, on ne va pas aller trop vite. En revanche, dès qu'il y a une bonne opportunité, si c'est intéressant, on se posera la question. Mais pour l'instant, non. Et après, ça va être sur des thématiques, tu vois, RH, climatech. C'est exactement ce que j'allais te dire, parce qu'en fait, il y a bien sûr la solution de racheter, c'est la solution qui te permet de te faire gagner 2, 3, 4 ans. Ouais. Mais est-ce que du coup, vous réfléchissez aussi à monter des nouvelles marques sur d'autres thématiques? Je ne sais pas, demain, vous voulez avoir une verticale sur le sport, demain, vous voulez avoir une verticale sur l'entrepreneuriat, par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de médias des entrepreneurs. Ouais. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez? Non, pas pour le moment. Je pense même pas qu'on en redéveloppera un de notre poche. Je suis pas sûre. Je vais pas dire qu'on le fera jamais parce que je sais pas. Mais on est vraiment plus dans cette thèse de tu rachètes un média qui a un énorme potentiel, mais le potentiel est sous-exploité parce que les gens ont soit pas l'envie, soit ni l'ambition de vouloir le faire ou le savoir-faire. Donc en fait, vous estimez que vous, aujourd'hui, en fait, votre zone de génie, c'est pas forcément de créer un média, c'est plutôt de prendre un média et de le développer en fait. Les deux, sauf qu'on va juste aller plus vite et racheter un média et le redévelopper derrière. Ouais. Nous, notre vraie force de frappe, c'est l'édito. Et les réseaux aujourd'hui. Et l'édito, ça peut se transformer partout, que ce soit pour un client comme pour le média. Mais l'édito, parce qu'on a tellement poncé, tellement testé que alors aujourd'hui, on est hyper capable de redévelopper un média de A à Z from scratch sur une thématique. Ça, il n'y a aucun sujet. Juste, on n'a pas envie de perdre du temps. Non, mais ok, je comprends. Merci beaucoup, merci Sixtine. À toi. Franchement, d'être venu jusqu'à nous à Bordeaux. On espère que tu vas passer une bonne journée avec nos amis de Tudigo. Vous avez quoi de prévu du coup aujourd'hui? Il y a leur séminaire, donc on va faire une petite conf sur l'entrepreneuriat. Et ce soir, il y a quoi? C'est gros resto? Ça va être, je crois, un karaoké. Ah, sympa. Pouvoir se lâcher un peu. Non, mais je suis contente. Tudigo, c'est des vrais bons partenaires. Puis Alex a investi aussi au Crayon. C'est maintenant devenu un ami proche de Val et moi, donc j'étais contente de pouvoir un peu voir comment ça se passe ici en interne chez lui. Parce que je le vois qu'à Paris et de vous rentrer. Donc là, c'est la première fois que tu vas découvrir nos bureaux au 37 rue Thiac. Ouais, je suis très contente depuis le temps qu'il m'en parle aussi, donc ça fait plaisir. D'ailleurs, si vous cherchez des places en coworking, il va nous rester des places. Donc c'est au 37 rue Thiac à côté de Gambetta. Venez me voir directement sur LinkedIn et je vous enverrai la page d'onboarding pour donner vos infos. Je vais faire les petites mentions légales de fin, la base, si vous nous regardez sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous aurez kiffé. Évidemment, abonnez-vous. Mettez un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir pour le soutenir. Pour le référencement, c'est sympa. Pour le soutenir. Exactement. Si vous nous regardez, si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et les autres qui existent aussi, pareil, abonnez-vous, mettez 5 étoiles. Alors ça, c'est peut-être un peu plus technique, mais en vrai, ça vous prendra pas une seconde, peut-être 2. Mais pareil, c'est gratuit, ça m'aide beaucoup. J'ai envie de vous dire à bientôt sur la Chapelle Radio. Merci beaucoup Sixtine. Merci beaucoup à l'agence Cosmos qui nous accueillait dans leur super setup à Bordeaux. On embrasse tout le monde. Dieu vous bénisse. Vive la République, vive la France. Et espérons que ces élections se passeront bien. Vous le saurez quand vous écouterez. Mais nous, pour l'instant, on vit encore dans le monde des bisounours où les extrêmes ne sont pas passés. Exactement. Voilà. Allez, Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.